France 24 et RFI présentent Bonjour à tous et bienvenue pour Ici l'Europe, proposé par France 24 et Radio France Internationale. Début d'année 2026 explosif à travers le monde et l'Union européenne qui peine toujours à devenir la puissance géopolitique que souhaitait la Commission européenne. Les 27 continuent à craindre d'ailleurs un désengagement de Donald Trump vis-à-vis de l'Ukraine ou des propositions de Petro proches de celles du Kremlin. Nous en parlons justement de cette guerre à nos portes et très stratégique pour nos démocraties avec Gaël Vessière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ambassadeur de France en Ukraine depuis 2 ans et demi. Précédemment, vous étiez en poste en Croatie, bon connaisseur de Bruxelles, puisque vous avez été affecté 2 fois à la représentation permanente de la France de l'Union européenne, aux affaires européennes aussi à Paris. Vous arrivez de Kiev, où le début de l'année est particulièrement sombre, vous diriez ? Sombre, non, mais il est difficile. Il est difficile, simplement les Ukrainiens sont extraordinairement résilients. Il est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'électricité. Il y a des coupures d'électricité pendant les 2 tiers de la journée. Et il est difficile parce qu'il y a de plus en plus de frappes russes, avec un nombre de vecteurs, c'est-à-dire de drones et de missiles, qui en tendance s'accroît. Donc c'est difficile. Mais une fois de plus, les Ukrainiens tiennent le coup, ils savent pourquoi ils se battent et ils continuent. Comme toutes les semaines, nous vous proposons tout de suite des brèves d'Europe, début d'année très mouvementé avec ces morceaux choisis. L'Europe en bref par Isabelle Romero. Après son coup de force au Venezuela, Donald Trump menace à nouveau d'annexer le Groenland, indispensable selon lui à la sécurité des États-Unis. Ces déclarations hostiles envers un territoire autonome appartenant au Danemark, donc membre de l'UE et de l'OTAN, indignent Mette Frederiksen, première ministre danoise. Ce ne sont pas seulement le Danemark ou le Groenland qui sont impliqués dans ce conflit. On constate aujourd'hui le soutien massif apporté par tous les principaux pays européens et le Canada. Si les Européens exhortent Washington à respecter la souveraineté du Groenland, les Américains continuent à avancer leurs pions entre offres d'achat et menaces militaires. Le 1er janvier, la Bulgarie est devenue le 21e pays de l'UE à adopter l'euro. Mais certains Bulgares craignent une flambée des prix dans un contexte politique instable. Le Premier ministre, Rosen Jeliaskov, a démissionné le 10 décembre dernier, sous la pression des manifestants. Les dirigeants espèrent pourtant que la monnaie unique va doper les échanges commerciaux de ce pays le plus pauvre de l'UE et éloigner les Bulgares de l'influence russe. Lors de la réunion de la coalition des volontaires sur l'Ukraine, les 35 pays présents et les émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, ont avancé sur les garanties de sécurité. Ils ont acté la surveillance d'un futur cessez-le-feu sous le leadership américain, le soutien à l'armée ukrainienne et une force multinationale composée de soldats européens, notamment français, comme l'explique le président Macron. C'est le jour d'après la paix. Comment apporter une garantie de paix et de sécurité, une force de réassurance. La potentialité de plusieurs milliers d'hommes. Reste encore à obtenir un cessez-le-feu face à un Poutine toujours inflexible. Monsieur l'ambassadeur en Ukraine, parlons de cette guerre sur le terrain. C'est notre chiffre de la semaine, 20% de territoire occupé. D'après les analystes du groupe Distet qui sont proches de l'armée ukrainienne, la Russie a conquis à peine 1% du territoire en 2025. Donc Vladimir Poutine prétend pourtant qu'il est en train de gagner la guerre. C'est faux, et les chiffres que vous venez de citer le montrent de façon très claire, c'est-à-dire que la Russie progresse militairement, c'est vrai, mais très lentement. Je rappelle que l'Ukraine, c'est un pays qui géographiquement est plus grand que la France. Donc effectivement, et tout ça a un coût humain exorbitant, naturellement. Donc non, l'Ukraine n'est pas en train de s'effondrer, non, le narratif russe n'est pas fondé, et non, la situation ne sera pas tellement pire, vraisemblablement, sur le plan militaire en Ukraine dans 6 mois par rapport à ce qu'elle est maintenant. Et c'est important de le dire, parce que sinon, évidemment, ce que cherchent les autorités russes, c'est à créer une situation dans laquelle on se dirait c'est plus la peine de soutenir l'Ukraine, puisqu'ils sont en train de perdre. Alors l'avancée russe, néanmoins, pour 2025, a été plus forte dans l'oblast de Donetsk, avec 78% du territoire occupé. L'autre partie, c'est le bassin du Donbass, l'oblast de Lugansk, presque entièrement occupé. Ce qui est en jeu dans le futur plan de paix, c'est justement l'avenir de ces territoires. Alors, ce qui est en jeu, c'est l'avenir de ces territoires, c'est l'avenir de l'Ukraine. D'abord, c'est la viabilité de l'Ukraine. Et ensuite, c'est que l'Ukraine puisse être une puissance souveraine et qu'on respecte
ses frontières, celles de 1991. Alors, est-ce que ça veut dire que l'Ukraine peut militairement aujourd'hui reprendre les territoires qu'elle a perdus de la Crimée en 2014, de la Crimée jusqu'à une partie du Donbass? Aujourd'hui, c'est militairement impossible. Le président Zelensky le reconnaît. Et donc lui, il est prêt à faire un accord dans lequel on arrêterait les combats et où l'Ukraine ne rechercherait pas à reprendre militairement ces territoires par la force, ces territoires qui sont ukrainiens. Les Ukrainiens considéreraient que ces territoires sont ukrainiens, ce qu'ils sont juridiquement, c'est ce que nous, les Européens, nous reconnaissons. Et les Russes considéreraient évidemment que, pour partie, ils sont russes. Mais on est quand même très loin de cela. Mais il y a une intense activité diplomatique en ce moment pour essayer de trouver un accord, pas forcément avec les Russes pour l'instant, mais au moins entre les Ukrainiens, les Américains et les Européens, et ensuite d'aller voir les Russes. Oui, parce que selon le président Volodymyr Zelensky, l'accord de paix est prêt à 90%, ajoutant que les 10% restants contiennent tout, en fait. Vous savez, les diplomates ont une formule, on dit toujours qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a d'accord sur rien tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout. Donc même si on était prêt à 99%, s'il vous manque 1%, vous n'y êtes pas. Ceci dit, il y a une vérité dans la formule du président Zelensky, je crois, y compris sur le plan diplomatique, c'est que les choses ont beaucoup progressé. Il y a des textes, c'est discuté avec les Américains de façon très approfondie, c'est discuté avec les Européens de façon très approfondie. Il y a eu des discussions à Kiev le week-end dernier, il y a des discussions à Paris le 6. Et donc, il y a des discussions intenses pour arriver à un produit, un point d'équilibre qui engagerait les Ukrainiens, les Américains, les Européens, et qu'il faut ensuite que les Russes acceptent, bien entendu. Oui, parce que Volodymyr Zelensky a parlé de garanties de sécurité solides pour une période de 15 ans prolongeable du côté des Américains. Mais pour vous, il est indispensable qu'il y ait présence européenne sur le sol ukrainien pour empêcher la Russie de réitérer une guerre s'il y a un accord de paix? Il est indispensable qu'il y ait des garanties de sécurité qui permettent aux Ukrainiens de se projeter dans le futur en se disant que les Russes les ont attaqués en 2014, qu'ils les ont attaqués en 2022, qu'ils ne les réattaqueront pas demain parce qu'il y aura suffisamment de garanties que ça n'aura pas lieu. Une façon de faire cela, c'est d'avoir une force multinationale de la coalition des volontaires, avec le soutien américain, qui soit déployé en Ukraine, dans le cadre d'un cessez-le-feu, naturellement, pas dans le cadre du conflit, dans le cadre d'un cessez-le-feu, de façon à pouvoir former l'armée ukrainienne, qui est la première garantie de sécurité, finalement, que les Russes ne peuvent pas revenir, c'est d'avoir une armée ukrainienne robuste et l'équiper, mais aussi de façon à pouvoir, par leur simple présence, jouer un rôle de dissuasion, au sens classique du terme, bien entendu. D'ailleurs, le président Macron a aussi considéré, au-delà de ces garanties de sécurité, qu'il fallait reparler à Vladimir Poutine pour que l'Europe ne soit plus exclue des négociations du plan de paix comme elle l'est actuellement. Écoutez, le président de la République avait contacté le président Poutine il y a quelques mois pour parler du nucléaire iranien. Mais ils avaient aussi parlé, à l'époque de la crise, mais ils avaient aussi parlé d'Ukraine à ce moment-là. Et bien sûr, comment en parler au président Poutine si on ne parle pas d'Ukraine? Donc la question, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les Américains qui négocient de fait avec les Russes. Il faudra demain, à un moment, que les Ukrainiens négocient avec les Russes. Sans doute, nous-mêmes, nous aurons vocation, nous les Européens, Français et Européens, nous avons aussi vocation à négocier avec les Russes. La question, c'est quand et comment et dans quelles conditions. Au dernier sommet européen, justement, on voit les Européens encore un peu divisés, puisqu'ils ne sont pas tombés d'accord pour adosser un plan de paix d'aide à l'Ukraine aux avoirs russes gelés, dans les banques essentiellement belges, mais ont dû se contenter d'un grand emprunt à 24, 103 pays membres, la Hongrie, la Slovaquie, la Tchéquie, qui refusent de rembourser cet emprunt. C'est décevant pour vous? C'est pas assez punitif pour le fauteur de guerre? Écoutez, évidemment, ça aurait été mieux si on avait pu se mettre d'accord sur les avoirs gelés, mais en réalité, il y avait un besoin très court terme, et c'était de trouver des financements très importants pour l'Ukraine, qui en a terriblement besoin pour 2026 et 2027. Et cette solution financière a été trouvée. C'est les 90 milliards du prêt qui a été mis sur pied, comme vous l'avez rappelé, lors du dernier Conseil européen, et qui va permettre de garantir la solvabilité de l'Ukraine et qu'elle puisse continuer son effort de guerre, parce que quand l'Ukraine se bat, elle se bat aussi pour notre sécurité, en réalité. Et donc c'est aussi notre intérêt. La question des avoirs gelés, elle n'est pas pour autant oubliée. Au contraire, les conclusions du Conseil européen, c'est qu'on va continuer à essayer de mettre sur pied une formule pour pouvoir utiliser plus directement ces avoirs gelés, et donc l'histoire ne s'arrête pas là. Mais il y avait un besoin d'urgence qui était de trouver un financement pour 2026 et 2027. C'est ce qui a été fait par la décision du Conseil européen. Mais le désengagement de 3 pays qui finalement disent qu'on ne payera pas pour l'Ukraine, la Hongrie de Viktor Orban, la Slovaquie de Fico, la Tchéquie, la République tchèque donc de Babiš, ça vous inquiète sur le plus long terme?
C'est évidemment inquiétant que plus l'Union européenne est unie et plus elle est à même de peser, de devenir cette puissance géopolitique et géostratégique qu'elle aspire à être et qu'elle devrait être. Ça aurait été encore plus inquiétant si la division voulait dire paralysie. Là, il y a eu division, c'est vrai, mais on a réussi à trouver une solution avec au fond l'accord aussi des 3 pays que vous avez mentionnés pour que les autres le fassent. Ils auraient pu aussi essayer de le bloquer, mais ils l'ont accepté. Donc en réalité, c'est pas la meilleure solution possible. Mais il n'empêche que, vous savez, il faut être pragmatique, il faut que les choses avancent, et là, les choses ont avancé. Gaël Vessière, ambassadeur en Ukraine, il faut comprendre que beaucoup d'élections sont attendues en 2026 dans le club européen qui confirmeront ou infirmeront les positions pro-russes de certains gouvernements. Alors c'est le cas en Bulgarie, par exemple. On attend des élections présidentielles, mais d'ici là, eh bien, il y a eu l'adoption de l'euro au 1er janvier. Est-ce que pour vous, ça va ancrer davantage ce pays dans le club européen? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ce que j'ai vécu, moi, comme ambassadeur de France en Croatie, il y a quelques années, quand la Croatie est rentrée dans la zone euro, c'est que ça a été formidable. Ça a été formidable, c'est plus simple pour tout le monde, c'est plus facile pour le fonctionnement du marché unique européen, ça renforce l'Union européenne et ça a beaucoup aidé la Croatie. Donc j'espère qu'évidemment, il se passe la même chose pour la Bulgarie. Il faut toujours faire attention, parce que les moments de transition sont des moments toujours délicats, donc il faut que ce soit bien géré. En Croatie, ça avait été fort bien géré. Et je pense qu'effectivement, c'est un message très fort à tous ceux qui mettent en cause l'Union européenne, quel qu'il soit, qu'en réalité, elle garde cette capacité à progresser, à avancer, d'une façon assez traditionnelle finalement, dans la voie de l'intégration européenne telle qu'elle est prévue par les textes et les traités. Donc oui, c'est une bonne nouvelle. Malgré la poussée quand même de populistes et de forces très pro-russes et une désinformation que vous ressentez? Oui, on sent cette désinformation. Alors, pas tellement en Ukraine, bien sûr, mais c'est plus dans nos propres démocraties qu'on voit ce discours russe tel qu'il est repris. Et c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure en disant non, l'Ukraine n'est pas sur le point de s'effondrer, non, la Russie n'est pas en train de gagner, parce que ça, typiquement, c'est le narratif russe. Et c'est de la désinformation. Vous avez constaté, vous nous en avez parlé, qu'aucune partie du pays n'est désormais épargnée par les attaques. Est-ce que les Ukrainiens sont toujours aussi mobilisés en faveur de cette guerre et même, j'ai envie de dire, mobilisables dans l'armée? Les Ukrainiens sont toujours aussi résilients, et les Ukrainiens sont toujours aussi déterminés à ne pas se laisser faire et à ne pas se laisser imposer un ordre russe ou des concessions territoriales à la Russie. Donc ça, on le voit tous les jours. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de frappes, notamment sur le centre de Kiev, malgré l'excellente protection antiaérienne, mais simplement parce que les Russes envoient un très grand nombre de vecteurs. Il y a eu certaines nuits jusqu'à 900 vecteurs, drones et missiles confondus. Donc évidemment, c'est énorme. Mais les gens restent très mobilisés et la guerre change. La guerre se fait aujourd'hui essentiellement en volume par des drones. 2 tiers des pertes que les Ukrainiens infligent aux Russes sont des pertes qui sont infligées par les drones. C'était pas la même chose il y a 2 ans où c'était plutôt les munitions d'artillerie. Donc c'est pas la même guerre en réalité. Et voilà. Mais c'est une guerre qui pèse lourdement. Elle pèse sur l'armée, elle pèse sur la population à cause des frappes indistinctes russes qui ne fait rien pour protéger les civils et qui manifestement parfois les ciblent. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a choisi un nouveau chef de cabinet en le général Kyrylo Boudanov, jusqu'à présent chef du renseignement militaire. Le précédent chef de cabinet, on s'en rappelle, Andrij Yermak, avait démissionné fin novembre à la suite d'un scandale de corruption majeur. Est-ce que vous connaissez M. Boudanov? C'est un atout pour le président? C'est une légende en Ukraine pour ses hauts faits militaires, ses hauts faits guerriers, mais aussi pour ses capacités d'analyse, sa façon de penser la guerre. Et c'est un homme avec lequel les services compétents en France et dans tous les autres pays d'ailleurs collaborent étroitement. Donc il est nommé à de nouvelles fonctions qui sans doute changent un peu de nature. C'est-à-dire que la fonction de directeur de cabinet du président était jusque-là extraordinairement politique et parfois un peu politicienne. Désormais, elle sera beaucoup plus concentrée sur la gestion de la guerre, des questions de renseignement, des questions de sécurité, disons au sens large, et moins sur le travail politique, l'adoption des projets de loi et ce genre de texte. Et donc, d'une certaine façon, ça veut dire aussi un renforcement du rôle de la Première ministre, Mme Sviridenko. Et c'est un nouvel attelage, en quelque sorte. Mais est-ce que le président Zelensky n'est pas
affaibli durablement par cette affaire de corruption? Est-ce qu'il représente plus une partie du problème qu'une partie de la solution en Ukraine, comme le sous-entend parfois tout simplement la Maison-Blanche? Le président Zelensky, sous son autorité, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits dans la lutte contre la corruption. L'Ukraine était historiquement un pays qui malheureusement était considéré comme assez corrompu dans les classements internationaux. Il reste un problème évident de corruption dans ce pays, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, notamment grâce à l'instigation des agences anticorruption qui sont indépendantes. Je pense au NABU, au procureur indépendant anticorruption. Ça ne veut pas dire que parfois il ne peut pas y avoir tel ou tel problème. En juillet, il y a eu une crise autour d'une agence anticorruption, par exemple. Mais le président a veillé à ce que le tir soit modifié, à ce que l'indépendance de l'agence soit rétablie. L'Ukraine est sincèrement déterminée, et c'est aussi le vœu du président Zelensky, à rejoindre l'Union européenne, avec tout ce que ça veut dire comme reprise de l'acquis, reprise des normes et continuation du combat contre la corruption. Et d'une certaine façon, d'ailleurs, si on veut aller un tout petit peu plus loin, d'une part, c'est quand même assez extraordinaire un pays qui fait à la fois les réformes et la guerre. Parce que historiquement, c'est quand même plus facile quand on fait la guerre de dire on verra plus tard pour les réformes. C'est pas ce que fait l'Ukraine, elle fait les deux en même temps. Et d'autre part, le président de la République avait eu l'occasion de le dire le 1er décembre dernier, il n'y a pas de scandale de corruption en Russie. C'est ironique, il y a des scandales de corruption en Russie. Bien entendu, mais personne ne le sait parce que le système n'est pas organisé pour les... L'intervention américaine au Venezuela, monsieur l'ambassadeur, en rupture avec le droit international, est-ce que ça n'est pas une mauvaise nouvelle pour les Européens et l'Ukraine qui tentent de faire respecter ce droit international? Alors moi, je suis évidemment ambassadeur de France en Ukraine. Du point de vue ukrainien, du point de vue de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, à la fois ça met en porte-à-faux la Russie, ceci dit, parce que le grand allié du Venezuela, de l'ancien président Maduro, Nicolas Maduro, et dans son régime corrompu, son grand allié c'était la Russie. Et donc la Russie est assez embêtée, parce qu'il faut à la fois qu'elle défende au moins nominalement son allié, en même temps sans essayer de trop braquer le président Trump. En même temps, on voit bien que toute action qui est faite en dehors des règles du droit international, pour le coup, n'est pas bonne pour ceux qui sont attachés au respect du droit international et des règles, et que donc, de ce point de vue-là, structurellement, c'est pas forcément une bonne nouvelle, ni pour nous, ni pour l'Ukraine. Vous avez peut-être vu le président Zelensky s'en est tiré par une boutade, en fait, en disant, mais finalement, si je comprends bien, il s'agissait pour les États-Unis d'arrêter un dictateur, c'est très bien qu'il ne s'arrête pas là, il y a d'autres dictateurs à arrêter, voilà. Merci à vous d'avoir été notre invité aujourd'hui, Gaël Bessières. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez sur nos antennes, l'actualité continue. Merci.